Alors, on va attaquer le second chapitre, qui est le chapitre synchronicité. Synchronicité. Avec la lettre S, synchronicité, création et correspondance. Dans l'introduction de ton opus, le livre rouge, Révolution thérapeutique et spirituelle, tu te poses la question de savoir en quoi cet étrange ouvrage de Jung, qui relate et interprète une expérience personnelle et singulière, nous concerne aujourd'hui. Et comment cette expérience prend forme dans un contexte social et historique donné, celui d'une aspiration à une renaissance spirituelle et culturelle. Oui, bon, cette aspiration, elle existait, elle était très forte, déjà du temps de Jung, elle l'est toujours. Alors, je ne sais pas si le monde du début de ce siècle, le 21e, est plus ou moins en crise que celui du début du 20e siècle. Hein. On a toujours tendance à penser que les choses les plus terribles sont aujourd'hui, mais bon, ça a toujours été un peu le cas. Hein. Nous sommes en tout cas évidemment confrontés à beaucoup de dilemmes et les conditions objectives sont plutôt inquiétantes. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc je sens que ce n'est pas par hasard que le livre rouge est sorti maintenant. Et ce n'est pas par hasard qu'il devient disponible pour un public plus large que les épiphiaux qui l'ont lu du temps de Jung. Le livre circulait sous le manteau, Jung le confiait à certains de ses amis. Maintenant, tout le monde peut avoir accès au livre rouge. Bon, il n'est pas sûr d'ailleurs que ce ne soit pas un cadeau empoisonné pour certains. Et je me demande si la parution du livre a une valeur synchronistique, si elle n'impose pas maintenant à un plus grand nombre de suivre la voie la plus difficile de l'individuation. Voilà. Et je pense qu'il y a urgence. Je pense que les solutions ne sont pas seulement politiques, les solutions ne sont pas seulement dans une autre organisation sociale, en tout cas que ça ne suffira pas s'il n'y a pas une sorte d'écologie intérieure, c'est-à-dire du respect de la nature en nous. Ça, c'est un aspect de l'individuation. Respect de la nature, respect de ce qu'elle nous dit, à travers les symboles, à travers les signes, à travers les rêves. Respect de la nature qui nous parle. L'inconscient, c'est la nature qui nous parle. Voilà. On pourrait dire ça. Ce n'est pas seulement un réservoir pathologique. C'est la nature qui nous parle. On pourrait dire aussi c'est le langage de la matière. C'est le langage de l'esprit, mais c'est aussi le langage de la matière. Bon. Et donc, on a besoin de cette attitude écologique, mais intérieure. Et de ne pas maltraiter la nature en nous, en l'ignorant. La synchronicité nous offrirait donc la possibilité de récolter un sursens au-delà des informations rationnelles ou irrationnelles séparées. Alors, le terme de sursens, Jung l'emploie dans le livre rouge, après il ne l'utilisera plus, et il dit quelque chose d'assez intéressant, il dit que ce sursens résulte de la fusion du sens et du contresens. C'est-à-dire que nous devons être prêts à considérer l'inverse de ce que nous croyons, nous devons être prêts à accepter que les choses ne se passent pas du tout comme nous voudrions qu'elles se passent, et que nous soyons affectés tout autant par des facteurs de désordre que par des facteurs d'ordre. Ce sursens, Jung dit aussi qu'il est à la fois image et force. Et ça, c'est une phrase très importante parce que ça définit bien la manière dont on doit prendre
considérer, sentir les images de nos rêves. Ce sont des images, mais elles contiennent une énergie. Voilà. Les images de nos rêves, ce n'est pas de la fumée, ce n'est pas abstrait. C'est à la fois le reflet et le vecteur de processus énergétiques. Bon, et puis, donc elles font impression sur nous. Elles nous mettent en mouvement, ou bien elles nous terrassent d'ailleurs. Mais les images ne sont pas neutres. Hein. On ne doit pas les considérer comme des cartes postales. Ensuite, ce sursens, qu'on pourra peut-être appeler ensuite le soi, Jung nous dit il est grand et petit. On a toujours tendance à considérer que notre réalisation doit tendre vers le plus grand que nous, mais non. Elle nous conduit à être humble et aussi à considérer le plus petit. Et c'est très très ancré en nous, cette aspiration vers le haut. Dans les rêves, on n'arrête pas de descendre. Parce qu'on est beaucoup trop en général. Bon. Jung dit, l'esprit de ce temps qui est en moi, voulait bien reconnaître la grandeur et l'étendue du sursens, parce que c'est vrai. Le sursens est aussi un dépassement de nos pesanteurs et de nos limitations. Mais l'esprit de ce temps ne voulait pas reconnaître la petitesse du sursens. Bien, voilà. Et comment concilier cette aspiration vers le haut, à aller vers le haut, avec une exigence de s'en tenir à ce que l'on est, aux réalités les plus basses? C'est intéressant. C'est un travail. En tout cas, on ne montera pas si on ne descend pas. Et c'est en descendant souvent que l'on montera. C'est en s'humiliant que l'on s'allégera. C'est en reconnaissant des limites que l'on acquérera une véritable liberté, par exemple. Voilà. Alors, c'est vrai, oui, puisqu'on parle de synchronicité, quand même, ne les oublions pas. Les synchronicités nous donnent accès à un sens. Ce qui est le plus intéressant dans les synchronicités, c'est la répétition d'un sens. C'est que le sens, il est souligné. Voilà, on va en parler. Mais, tu as parlé d'orgueil. Le constat des synchronicités n'est-il pas une première tentative pour dépasser le réalisme de l'époque moderne ? Alors, réalisme au sens philosophique signifie que le monde est extérieur au sujet et qu'il n'a pas besoin d'être relié à un sujet pour exister. Bon. Sauf que la science de la physique moderne nous dit le contraire. Mais non. On peut quand même être d'accord avec ce constat réaliste, et il est facile d'affirmer que la Terre existait avant l'homme. Mais force est de constater qu'elle a produit une évolution, cette Terre. Une évolution de la conscience qui passe par l'homme. Et on peut se demander pourquoi. Donc, dire que le monde n'a pas besoin d'être relié à un sujet pour exister, c'est à la fois vrai et faux. Parce que le monde et le sujet ne peuvent pas être séparés. Le projet homme
le projet d'une conscience, il existe dès le départ, semble-t-il. Comme si la Terre avait besoin de cette conscience. Bon, certains diront Dieu a besoin des hommes. Ça revient peut-être au même. Enfin, tout ça, ce sont des mots. Est-ce une exagération de dire que si l'homme ne fait pas son travail de conscience, le monde n'existe pas? J'aurais tendance à le penser. Alors, ce que je tente d'exprimer, les alchimistes et les anciens l'ont beaucoup mieux exprimé, en disant que le microcosme et le macrocosme étaient reliés, que l'homme est un petit univers, en tout cas son être intérieur est un petit univers. Les synchronicités, on peut les mettre en rapport avec cette idée que le microcosme et le macrocosme sont liés. C'est-à-dire que les choses surviennent à la fois en nous, de manière psychique, et puis elles surviennent en même temps dans la réalité matérielle. On pourrait dire aussi que les conditions générales de l'univers n'affectent pas que les planètes, qu'elles affectent aussi notre psychisme. On pourrait dire des tas de choses. Il nous faut sans doute, comme les orientaux, considérer que le déroulement des phénomènes concrets qui peuvent être appréhendés par les sens est un reflet synchronistique des phénomènes psychiques. Et inversement, que les événements que l'on croit purement psychiques, comme les idées, les fantasmes, les rêves, sont un reflet synchronistique d'événements matériels. Bref, on devrait dire, comme les orientaux, que la nature est une unité psychophysique. Ce qui doit nous engager à davantage relier notre monde intérieur avec notre considération du monde extérieur, on peut supposer que ce qui se forme en nous psychiquement et ce que l'on constate dans le même temps sur le plan physique provient d'une même origine. Est-ce que la synchronicité peut-elle nous aider également à rendre notre subjectivité moins unilatérale? Alors, avant de répondre à la question, je vais tout de même compléter ce que j'ai dit sur la synchronicité. Le principe de synchronicité constate l'unité entre la psyché et la matière. Il convoque deux thèmes, celui de la correspondance entre le dedans et le dehors, donc ce qui mène à supposer ce que les anciens appelaient un nunus pondus, un monde dont proviennent tous les songes et toutes les manifestations concrètes, et à effectuer des rapprochements entre le monde perçu de manière apparemment subjective par le sujet et le monde perçu de manière objective. On peut se poser la question à propos des synchronicités.
qu'est-ce qui aime à se produire ensemble? C'est une question que les orientaux se posent. Ce n'est pas la question de la subjectivité, c'est la question de ça semble venir d'une source unique et ça se manifeste tant sur un plan concret que sur un plan spirituel ou psychique. Le principe de synchronicité constate l'unité psychophysique du monde. Il convoque deux thèmes principaux. Celui de la correspondance entre le dedans et le dehors, ce qui nous conduit à effectuer des rapprochements entre le monde tel qu'il est perçu de manière apparemment subjective et le monde perçu de manière plus objective. Et l'autre thème, c'est celui de la possibilité d'une création continue ou discontinue dans le temps. Et surtout une création sans cause. La synchronicité, c'est le constat qu'il y a un flux créateur que l'on peut constater mais pas expliquer, un flux créateur de ce qu'on appelle le temps et de ses qualités changeantes. Donc la question devient comment est-ce que l'on peut s'ajuster à cette création dans le temps ? Quels sont les signes annonciateurs du temps ou révélateurs de la qualité du temps? Les synchronicités nous aident à nous ajuster aux qualités du temps. Elles ne consistent pas seulement en des coïncidences signifiante. La synchronicité permet de dépasser tant le réalisme qu'un spiritualisme pur. Elle nous fait sentir que la matière est spirituelle, qu'elle n'est pas un pur objet distinct de notre âme, qu'elle n'est pas non plus l'adversaire de l'âme. En prêtant attention aux synchronicités, on élargit probablement notre notion de morale. On pourrait dire qu'on se laisse enseigner par les synchronicités une sagesse. Voilà. Donc cette qualité du temps pourrait nous permettre de dépasser le réalisme et le matérialisme moderne. Peut-elle nous aider également à rendre notre subjectivité moins unilatérale ? Alors, constater les synchronicités nous aide en effet à sortir de l'enfermement dans une subjectivité à courte vue. Les synchronicités nous apprennent à considérer les choses et les êtres de deux manières différentes. On les contemple de l'extérieur, ce qu'on a souvent considéré comme la source de la connaissance objective. On les contemple en même temps de l'intérieur, à partir de nos rêves et de nos visions, en nous appuyant sur l'inconscient. On pourrait se risquer à dire que l'objectivité scientifique tant recherchée ne peut procéder que ce double regard. On contemple les choses de l'extérieur, on en extrait des lois, et en même temps on les contemple de l'intérieur. C'est la concordance des deux résultats qui peut donner l'objectivité.
les synchronicités s'imposent. Il faut l'ajouter. On ne va pas à leur recherche, elles s'imposent. Voilà.